អង្គុយចុះLe président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Avant de donner la parole à l'accusation, la Chambre annonce que l'audience prendra peut-être fin plus tard que d'habitude. Des dispositions ont été prises pour que les bus ramenant le personnel quittent les CETC 20 ou 30 minutes plus tard que d'habitude. La parole va être donnée aux parties pour qu'elles présentent leur plaidoirie sur l'aptitude de Yang Tirit à être jugé. Une demi-heure est allouée à l'accusation. Je vous en prie. L'accusation. Merci, bon après-midi. Concernant les trois questions posées par la juge Cartwright, je vais commencer par là. Ensuite, nous ferons des observations plus détaillées sur la suite des opérations. Premièrement, est-ce que la décision relative à l'inaptitude à être jugé doit être modifiée? Notre réponse est non. Pour nous, les éléments dont sont saisis les juges confirment que Yang Tirit souffre d'une forme de démence modérée à grave, que ses facultés cognitives sont touchées à un degré tel qu'actuellement elle n'est pas en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus dans le cadre d'un procès équitable, en conséquence de quoi actuellement elle n'est pas apte à être jugée. Pour ce qui est de la deuxième question, à savoir, est-ce que les parties veulent formuler des demandes concernant un éventuel maintien en détention? Notre réponse est non. Selon l'accusation, nous en sommes à un point où les mesures immédiatement disponibles pour améliorer les fonctions cognitives de Yang Tirit ont été épuisées. Et donc, à ce stade, une récupération immédiate ou dans un délai proche est hautement improbable. Il est donc peu probable qu'elle soit jugée à court ou moyen terme. Et donc, les raisons de son maintien en détention, à notre avis, n'existent plus. J'en viens à la troisième question, à savoir, est-ce que les parties, et en l'occurrence l'accusation, proposent des mesures additionnelles? Notre position est la suivante. Il faudrait imposer toute une gamme de conditions qui sont raisonnablement nécessaires et proportionnées. Nous allons
en parler le moment opportun. Avant d'y venir, je vais brièvement répondre à la question des juges concernant les fondements juridiques justifiant l'imposition de conditions. Nous sommes prêts à déposer des observations écrites si les juges estiment que c'est nécessaire, mais je vais essayer de résumer à ce stade notre position sur le plan juridique. J'espère que cela pourra aider la Chambre. Nous partons du postulat suivant. En droit international, la conclusion selon quoi un accusé n'est pas apte à être jugé ne peut être synonyme de fin des poursuites. Une telle fin des poursuites ne signifie pas qu'il s'agit d'une conséquence d'une inaptitude. Nous l'avons déjà dit, je serai donc bref là-dessus. Si l'on se fonde sur les règles et sur le statut de la CPI ou encore sur la jurisprudence internationale, si l'on s'appuie bien sûr sur les règles applicables au CETC, il n'existe aucune base, aucun fondement juridique justifiant qu'il soit mis fin aux poursuites au cas où un accusé est déclaré inapte à être jugé. À titre subsidiaire, si l'on veut trouver des points communs entre les différentes juridictions, il y a suspension des poursuites, l'acte d'accusation n'est pas retiré, l'affaire n'est pas classée, mais on envisage d'éventuelles mesures appropriées à ce sujet. La Chambre de la Cour suprême semble être parvenue à la même conclusion. Je vous renvoie au paragraphe 19 de sa décision en date du 13 décembre 2011. Soit dit en passant, la Chambre s'est aussi demandé si, au cours d'une suspension des poursuites, des mesures de coercition peuvent être imposées à un accusé. Et je pense que c'est lié à la question posée par les juges. Je peux présenter plusieurs décisions rendues au niveau international qui montrent qu'effectivement des mesures coercitives, le cas échéant, et si cela est approprié et proportionné, peuvent être imposées. Je vais citer brièvement le paragraphe 25 de la décision de la Chambre de la Cour suprême pour le public plutôt que pour les juges qui sont déjà informés de cette jurisprudence. L'inaptitude ou un autre obstacle, y compris les interprètes sont désolés, mais dans ces conditions, il n'aurait pas possible décemment de traduire le texte qui est lu à grande vitesse. Moreover, unconditional release seems only to be exceptionally applied on humanitarian grounds in cases of a par excellence terminal condition. And I will slow down for the interpreters. I note I am a repeat offender. Je sais que je suis un récidiviste, dit le coprocureur. On peut se demander comment les tribunaux internationaux ont traité de situations comparables à celle-ci. Dans l'affaire Nahak, que nous avons déjà examinée bien sûr, comme le savent les juges, la Chambre en est parvenue à une conclusion semblable à celle que nous proposons en l'espèce, à savoir que l'accusé n'était pas apte à être jugé, la Cour a suspendu les poursuites, ce qui est pertinent de notre point de vue,
c'est que cette décision n'était pas liée à des traitements en cours, ni à des événements prévisibles susceptibles de conduire à une reprise du procès. Mais la Cour a noté qu'une reprise du procès était possible, même si c'était une possibilité éloignée. Et la Chambre a ordonné plusieurs mesures de coercition, lesquelles ne sont pas énoncées dans la décision proprement dite. Elles sont détaillées dans une décision antérieure et distincte dont je vais donner la date. C'est en date du 17 mars 2004. Cela est disponible sur l'Internet. Nous pouvons, le cas échéant, remettre un exemplaire au juge ou au parti s'il ne retrouve pas cette décision. Il y a d'autres affaires qui sont pertinentes en l'espèce. Dans l'affaire Kovacevic, devant le TPIY, ici aussi, un accusé a été déclaré inapte à être jugé pour raison de maladie mentale. Une ordonnance a été rendue et plusieurs mesures de coercition ont ainsi été imposées. Il s'agissait d'une ordonnance de remise en liberté provisoire sous réserve d'un régime de mesures restrictives, y compris des mesures visant à protéger l'intégrité des poursuites, protéger les preuves et, fondamentalement, pour veiller à ce que l'accusé ne prenne pas la fuite. Il y a deux autres affaires qui sont pertinentes. À nouveau, au TPIY, la décision Talić et la décision Trukić. Nous avons évoqué ces affaires dans le passé, je ne vais guère m'attarder là-dessus. Dans l'affaire Đukić, l'accusé était malade, était au stade terminal du cancer. En fait, c'est l'accusation qui avait demandé le retrait de l'acte d'accusation contre le général Đukić. La Chambre de première instance, dans cette affaire-là, a refusé de faire droit à cette demande. En plus de refuser d'accéder à cette demande, et notant qu'un retrait de l'acte d'accusation et que la fin des poursuites n'était pas immédiate au niveau international, la Chambre a imposé plusieurs mesures restrictives à l'accusé. Finalement, l'affaire a été classée par la Chambre d'appel le 29 mai 1996, après le décès de l'accusé. Il s'agit d'une des affaires qui, selon nous, correspondent à la position adoptée par la Chambre de la Cour suprême. Et enfin, dans l'affaire Talić, autre accusé malade en stade terminal, cette décision a été rendue le 20 septembre 2002, à la page 5, dans une partie intitulée « Application du droit aux faits ». La Chambre a relevé que, sans aucun doute, Talić souffrait d'une maladie inopérable et irréversible, en l'occurrence à la phase 3B, avec un pronostic de survie improbable, même à court terme. Dans ce cas, l'accusé lui aussi est décédé, mais en le mettant en liberté provisoire, la Chambre de première instance du TPIY a à nouveau imposé toute une série de mesures restrictives. Une gamme assez précise de mesures de ce type. J'en reviens
au fondement juridique d'une demande de mesures restrictives, et à leur caractère approprié, je voudrais d'abord faire référence au règlement intérieur, qui, selon nous, permettent aux juges d'ordonner que de telles mesures soient prises. Je vous renvoie à la règle 82.2, en application de laquelle, à n'importe quel moment pendant la procédure, les juges peuvent ordonner la mise en liberté d'un accusé ou, le cas échéant, le mettre en liberté sous contrôle judiciaire ou ordonner sa détention en application du présent règlement intérieur. Selon nous, par analogie, vous devriez vous pencher sur la règle 65, à savoir les ordonnances de contrôle judiciaire des juges d'instruction. Au paragraphe 1, ceci est prévu à la fin, à savoir que la Chambre peut ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire en voyant si un cautionnement doit être payé, et il est possible d'imposer des conditions pour plusieurs choses. Garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice, et deuxièmement, pour protéger des tiers. Et ceci me ramène à la question de la nécessité et au caractère approprié de ces mesures. En résumé, selon nous, tant que cette affaire n'aura pas pris fin, et même si le procès est suspendu, il y a toujours une possibilité, ne fût-ce que théorique, que le procès reprenne. C'est une possibilité éloignée et théorique, mais c'est néanmoins une possibilité que, d'après nous, vous pouvez prendre en considération. Pour prendre un exemple simple et pour parler de façon un peu directe, actuellement, nous ne savons pas si la maladie dont souffre Yang Tirit peut être guérie, mais on ne peut pas exclure qu'un remède soit trouvé un jour. Si nous disons que vous devez continuer d'imposer une gamme réduite de conditions, c'est pour trois raisons. Ces conditions seraient nécessaires pour que l'accusé ne prenne pas la fuite, pour s'assurer que l'accusé n'entrave pas le procès en cours, pour s'assurer que l'intégrité de la procédure dans son ensemble soit protégée, et pour que les juges puissent continuer d'exercer leur contrôle sur un individu qui continue de faire l'objet d'un acte d'accusation. Now, I want to pause here and Permettez-moi de marquer une pause, un bref instant, et d'insister sur le fait que nous sommes tout à fait conscients que la restriction d'un droit à la liberté de quiconque est une exception. Que des limites à cette liberté ne devraient pas être ordonnées à la légère, il doit être proportionnel à l'objectif. Je vais vous expliquer les 6 conditions qui, selon nous, seraient appropriées en l'espèce. Tout d'abord, il faut qu'il soit ordonné que Yang Tirit réside à une adresse
précise que sa défense communiquera à la Cour. Deuxième point. Il devrait être disponible pour une vérification hebdomadaire de la part des autorités ou des responsables nommés par la Chambre. Troisièmement, il faut lui exiger de rendre son passeport et sa carte d'identité. Quatrièmement, la Chambre devrait l'enjoindre de ne pas communiquer soit directement ou indirectement avec les autres co-accusés, à l'exception de son mari, Yang Sari. Cinquièmement, la Chambre devrait l'enjoindre de ne pas entrer en contact de façon directe ou indirecte avec tout témoin, expert ou victime dont la comparution est prévue par la Chambre, et la Chambre devrait l'enjoindre de ne pas entraver l'administration de la justice d'une façon ou d'une autre. En dernier lieu, la Chambre devrait l'enjoindre de subir un examen médical administré par des professionnels de la santé nommés par la Cour sur une base régulière, qui, selon nous, devrait être à tous les 6 mois. Le premier tel examen devrait avoir lieu en mars 2013. Cette dernière condition permettra à la Cour de faire le suivi de la détérioration ou de l'évolution de l'état de Yang Tirith. Et cela permettra de déterminer ou d'empêcher que Yang Tirith soit assujetti à des limites à sa liberté de façon indéfinie. Laissez-moi vous assurer que nous avons considéré soigneusement ces conditions. Je devrais dire que nous avions une liste beaucoup plus longue au début. Nous vous présentons cette liste de conditions qui, selon nous, sont raisonnables et pas trop lourdes. Et nous demandons, avec respect, à la Chambre d'imposer les dites conditions. Une question pratique est l'exécution de ces mesures par la Cour. Si l'on accepte qu'Ying Tirith souffre de carence de mémoire importante et que ses capacités cognitives sont réduites, nous devons par le fait même accepter qu'il y aura de sa part une certaine mesure de difficulté à se conformer à ces conditions sans recevoir une aide extérieure. Certainement, il revient à la Chambre de décider des modalités d'exécution de ces conditions. Une piste de solution se retrouve dans le Code de procédure civile adopté récemment. Lequel code prévoit, aux articles 24 et 28, la désignation d'un tuteur qui peut assister une personne incapable de comprendre les conséquences juridiques de leurs actes. J'aimerais corriger. Il s'agit du code civil du Cambodge et non pas du code de procédure.
Just returning briefly to the issue. Si j'en reviens au sujet du maintien de ces mesures. Dans Talich, le TPY a fait le commentaire suivant que des mesures de libération provisoire doivent être proportionnelles et nous savons que du moins au niveau international, la détention ne peut être imposée indéfiniment. Ce dernier droit, donc, enchâssé dans l'article 35 nouveau de la loi sur les CETC. Comment pouvons-nous nous assurer de cela? Comment peut-on imposer des restrictions à un individu qui ne fait pas face à des poursuites dans un avenir immédiat? Je dirais que nous ne sommes pas arrivés à un stade où ce retard indu existe. La Cour européenne des droits de l'homme et aussi dans des décisions du Comité des droits de l'homme et de tribunaux internationaux prévoit une longue discussion de ces questions et qui dépendent des circonstances de l'affaire en espèce, doit tenir compte donc du caractère complexe de l'affaire, de la diligence avec laquelle a agi la Cour, la durée totale des poursuites. Et pour terminer ma plaidoirie, je dirais que la Cour a agi avec diligence. Et a agi rapidement à chaque étape de cette affaire, ce qui comprend la phase actuelle. Vous avez traité ces questions avec rapidité sur la question de l'aptitude à être jugé d'Ieng Thierry. Les droits d'Ieng Thierry ont été protégés en tout temps. Et si, advenant que la Chambre décide de la mettre en liberté, ses droits se verront restreints moins qu'à l'heure actuelle. Mais je dirais que nous ne sommes pas arrivés à un point où l'on pourrait dire qu'un retard indu a eu lieu. Vous pourrez revoir cette question au moment opportun, peut-être à l'issue des poursuites dans le procès 002/1, ce qui serait un moment logique pour une reconsidération de ces conditions. En vertu des règles, elle peut demander à ce que ces conditions soient revues ou que l'on y mette fin s'il y avait un changement de circonstances. Voici ma plaidoirie. Je vous remercie de votre attention et je remercie encore la Chambre de la rapidité avec laquelle elle a choisi de traiter cette question. Le Président. La parole est à la juge Cartwright. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. J'ai une ou deux questions à vous poser pour des fins d'éclaircissement. Sur la plaidoirie du bureau des coprocureurs. Je présume que les 6 conditions que vous avez énumérées et que vous demandez à la Chambre d'imposer, c'est-à-dire les conditions de libération sous cautionnement, je vous demanderai de nous préciser si les mesures du Code civil cambodgien, si l'on se prévalait des dispositions du Code civil cambodgien et que l'on nommait un tuteur, quelles seraient les conséquences
advenant que l'accusé ne se conforme pas aux conditions. Le procureur. Nous sommes d'avis qu'une non-conformité à une ordonnance de la Cour peut être traitée sous la règle 35 du règlement intérieur, entrave à l'administration de la justice, comme toute autre contravention à une ordonnance de la Cour peut être considérée comme outrage au tribunal. Il est difficile de faire de la spéculation en l'absence d'un exemple précis, mais toute une gamme de mesures existe, allant de l'avertissement à des instructions données à un tuteur, et finalement à un réexamen des conditions imposées, si la Cour le jugeait approprié. Le juge Cartwright. Toujours sur ce même sujet, les sanctions seraient imposées au tuteur et non à l'accusé. Et si elles étaient imposées à l'accusé, cela pourrait signifier son retour en détention, alors qu'elle est toujours sujette à un diagnostic d'inaptitude. Est-ce là la position du bureau des coprocureurs? Le procureur. Nous ne sommes pas nécessairement d'accord qu'il l'un mène à l'autre. Le tuteur s'occupe des questions juridiques relatives à l'accusé. Si le tuteur a fait tout en son pouvoir pour se conformer aux ordonnances de la Cour, et si Yang Tirith, indépendamment des conseils de son tuteur, en viendrait à violer l'ordonnance de la Cour, ce sera à la Chambre de décider quelles seraient les mesures à prendre. Nous ne pensons pas que cela veut nécessairement dire qu'elle soit écrouée à nouveau. Vous pouvez considérer l'assignation à domicile. Vous pouvez exiger qu'elle réside à un endroit particulier sans toutefois l'y assigner. Et c'est à la Chambre de décider des mesures qu'elle juge raisonnables. Et toujours avant de considérer d'éviter un retard indu. La juge Cartwright. Des conséquences pour Yang Tirith si elle ne se conforme pas aux conditions qui lui sont imposées, même si vous reconnaissez qu'elle n'a pas la capacité d'être jugée. Cela me semble un résultat absurde. Advenant qu'elle viole les conditions qui lui sont imposées, on ne saurait penser qu'il s'agit de contravention délibérée compte tenu de son état médical, comme vous l'avez reconnu. Le procureur. Je vous remercie. Le caractère délibéré n'est pas le pivot, selon nous, et à savoir si la Chambre devrait prendre des mesures punitives, mais plutôt quelles seraient les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité des poursuites. Par exemple, si Yang Tirith entrait en contact avec un témoin pour essayer de l'intimider, de le contraindre à ne pas déposer, la Chambre pourrait prendre des mesures plus strictes. Pas nécessairement parce qu'elle l'a fait de façon délibérée, mais plutôt parce que c'est nécessaire pour assurer l'intégrité des poursuites. Il faut toujours agir selon les limites juridiques et aucune mesure ne peut être dégradante. Les mesures appropriées devraient être prises selon
le contexte. Les tribunaux internationaux ont imposé des mesures restrictives à des accusés souffrant de déficience mentale. La Chambre ne serait donc pas la première à rendre une telle ordonnance. Question. Permettez-moi d'étudier avec vous certaines des conditions que vous nous avez proposées. Une vérification de sécurité hebdomadaire. Parlons-nous ici de la sécurité d'Iengterit ou celle de la population? Le procureur. Les deux. Le règlement des CETC prévoit une ordonnance pour protéger l'accusé et les conditions imposées pourraient être analogues. Vous pourriez donc les imposer pour la protection de l'accusé ou du public et plus précisément des témoins et des victimes. On se souviendra qu'Iengterit a démontré un comportement agressif à plus d'une reprise. Nous avons entendu des témoignages à cet effet. La juge. Une autre condition sur laquelle j'aimerais avoir des précisions. Un examen médical à tous les 6 mois. Suggérez-vous que cela soit une réévaluation comme celle des experts ou la professeure Chaktida maintiendrait ces vérifications médicales dont le résultat pourrait être qu'elle pourrait être finalement déclarée apte à être jugée? Le procureur. Nous ne suggérons pas que ces examens médicaux servent à une réévaluation de son aptitude. Si des nouvelles informations changeaient les circonstances actuelles, la Chambre pourra ordonner une réévaluation de l'aptitude de l'accusé. L'objectif de ces examens médicaux périodiques est vraiment dans l'intérêt de l'accusé. En effet, il a reçu des soins médicaux réguliers au centre de détention et je pense que cela aiderait la Cour dans sa considération du caractère raisonnable d'un maintien des restrictions. La juge. 2 autres points, et j'espère que le président voudra bien me pardonner. C'est l'aspect du retard indu. Iengterit est en détention depuis presque 4 ans maintenant. Vous semblez être favorable à sa mise en liberté. Il y a 2 volets à ma question. Considérez-vous que que son maintien en détention soit conforme à des normes internationales? Mais pensez-vous que votre proposition de libération immédiate avec imposition de conditions, et j'aimerais dire qu'il s'agit d'une question que je me pose, je n'ai pas discuté de cette question avec mes confrères. Le procureur. À propos de votre 2e question, je n'ai pas l'autorité nécessaire pour répondre. Je devrais recevoir des instructions de la part des coprocureurs à cet effet. Les instructions que j'ai, c'est qu'il faut une mise en liberté conditionnelle, autrement dit, l'imposition de conditions au moment de sa mise en liberté. Et nous souhaitons que ces conditions soient mises en place de façon rapide. Pour en revenir à votre autre question, à savoir si l'imposition de mesures restrictives répondrait ou serait conforme aux normes internationales telles qu'établies par les tribunaux internationaux, vous êtes sans doute familier avec le fait que des accusés devant le TPIR et le TPY sont souvent maintenus en détention pendant une période dépassant de loin la période pendant laquelle Iengterit a été maintenu en détention. Je regrette de ne pouvoir vous citer la jurisprudence ou de vous donner des statistiques. Je peux bien sûr m'engager à vous les remettre au moment opportun si la Chambre le juge nécessaire. Je me souviens
que dans certains cas, la détention a duré 5 à 10 ans devant les tribunaux internationaux. Et si l'on ordonne la mise en liberté de Yang Tirith aujourd'hui, cela signifierait qu'elle aurait été maintenue en détention pour moins de 5 ans. Madame la juge Cartwright, merci, Monsieur le Président, de m'avoir permis de demander des éclaircissements au procureur. Le Président, je vous remercie. La Chambre souhaite maintenant la parole aux co-avocats principaux pour les parties civiles pour leur plaidoirie finale. Vous avez la parole. Maître Pikang, merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges. Bonjour à tous, y compris les parties civiles dans la galerie réservée au public. J'ai quelques points à soulever à propos de la plaidoirie et ma consoeur, Maître Elisabeth Simonofort, ajoutera à mes propos. Madame, Messieurs les juges, nous avons beaucoup discuté des examens que les experts ont administrés, ainsi que la Dr Chaktida. Nous avons discuté des évaluations et de la façon dont on a évalué le comportement d'Yang Tirith. J'aimerais souligner tout particulièrement l'approche visant à les questions posées à Yang Tirith. Des tests normalisés à l'échelle internationale ont été utilisés par le Dr Fazel et le professeur Campbell. Les deux experts étaient d'avis que ces tests ne pouvaient être modifiés. Par contre, le Dr Hoodlina a dit qu'il était possible de modifier les examens si cette modification avait déjà reçu l'aval d'un groupe de médecins. Les experts internationaux ont dit qu'il ne fallait pas modifier les tests, mais un des médecins a dit avoir cherché à modifier l'examen. Ma question est la suivante. Ces tests sont-ils vraiment si rigoureux? Faut-il les modifier ou non si les experts ne sont pas d'accord sur le sujet? Tenant compte du contexte cambodgien et de la culture du pays, la capacité d'étrangers à comprendre notre culture, ils auraient pu être familiers avec les facteurs culturels et étudier la langue khmer. Et avoir ces connaissances avant de mener de tels tests auprès d'un Cambodgien. Mais les experts n'avaient pas de telles connaissances. Yang Tirith elle-même est très instruite. A dirigé la station de radio sous les Khmers rouges. Elle aurait très facilement pu manipuler ses réponses. Et donc, les trois experts
aurait dû tenir compte de ce fait et aurait dû modifier les questions de l'examen pour qu'elles soient plus appropriées dans le contexte. Bien au contraire, les experts n'ont pas cherché à modifier le test pour vérifier si Yang Tirith simulait. La professeure Chaktida, même s'il n'est pas les mêmes compétences académiques que les autres experts Fazel et Campbell, son expérience est suffisante. Elle connaît bien la culture cambodgienne et traite des patients de ce genre depuis plusieurs années. La professeure Chaktida est la personne la plus apte à comprendre un patient cambodgien car elle est elle-même de nationalité cambodgienne. Mais le rapport préparé par les experts n'en a pas tenu compte. Cette omission a certainement eu une incidence sur les conclusions des experts internationaux. On a évoqué le fait que Yang Tirith tapait sur la porte avec sa canne. Son incontinence. Les experts ont aussi parlé du fait que Yang Tirith croyait que quelqu'un se cachait dans son moustiquaire. Et l'on peut donc voir que la langue avait un rôle significatif à jouer dans l'évaluation et il faut en tenir compte. Nous avons d'ailleurs déjà vu ce problème quand le terme démence a été mal interprété et a lui-même été corrigé en audience par le professeur Hutlina. Alors on peut voir que quand les communications passent par des interprètes, on peut mettre en doute la véracité. Quand bien même, et même dans le code pénal, les termes en khmer le terme khmer pour il n'y a pas de traduction établie du terme démence en khmer. Et donc, lorsque les experts communiquaient avec le patient, il faut réévaluer la traduction. Quand les experts ont évalué Yang Tirith, ils étaient tous des hommes. Et le contexte n'était pas favorable à la coopération. Yang Tirith n'était pas... Elle se sentait plus à l'aise et était plus détendue lorsqu'elle a été interviewée par le docteur Chaktida. Nous avons discuté avec les parties civiles, une quarantaine de parties civiles qui ont suivi les audiences. Chacune de ces parties civiles était d'accord avec la méthode employée par le professeur Chaktida.
eux aussi étaient d'avis que l'examen qu'a mené Chaktida auprès d'Ieng Tirit était approprié et avait été modifié pour le contexte cambodgien. Nous proposons donc qu'il faudrait qu'il y ait un groupe de médecins où il y a plus de femmes que d'hommes pour mener des évaluations de Mme Ieng Tirit. Car seules des femmes médecins qui comprennent la culture cambodgienne et les traditions cambodgiennes seraient à même d'établir une bonne relation avec la patiente. Nous sommes aussi d'avis que la Cour doit nommer d'autres experts supplémentaires pour réévaluer son état. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, voilà qui met fin à ma plaidoirie. Je souhaite maintenant laisser la parole à ma consoeur. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges et mes confrères et toutes les personnes présentes, je pense que vous devinez que la position de la partie civile est assez compliquée. C'est toujours le cas d'ailleurs dans ce genre de procès, compte tenu de la gravité des faits, et c'est le cas particulièrement aujourd'hui. Donc je vais néanmoins essayer de répondre aux questions qui sont posées par la Chambre. Et pour commencer par la question numéro 1, je pense que vous avez entendu les explications de M. Pic Hang qui tendent à obtenir une nouvelle expertise. Je pense que notre réponse est donc claire sur cette question. Il y a peut-être encore une interrogation sur l'inaptitude. Et il y a, à la demande des parties civiles, une demande de nouvelle expertise que la Chambre, bien sûr, appréciera. En ce qui concerne la seconde question posée par la Chambre, et qui est la question de la détention, dans le cas d'une inaptitude qui serait maintenue, j'ai entendu ce que disait Monsieur le procureur, qui s'est prononcé clairement contre cette détention. Sans trahir la position des parties civiles et les droits qui sont ceux des parties civiles, je voudrais dire en premier que, en introduisant les parties civiles dans un procès, les chambres extraordinaires leur ont donné des droits, le droit d'être une partie et le droit d'avoir, si possible, un jugement sur la culpabilité. Je pense que ce n'est une surprise pour personne si je dis que, bien sûr, les parties civiles, et je parle de nos clients du groupe consolidé, ont un désir profond de voir ce procès se dérouler jusqu'à sa fin avec 4 accusés et un jugement sur la culpabilité. Et je pense que c'est une surprise pour personne non plus si je dis que les parties civiles souhaitent que nous fassions tout ce qui est possible pour obtenir un tel jugement. Pour autant, je souhaite également indiquer, au nom des parties civiles et en qualité d'avocat, que la partie civile accepte aussi, en participant à un procès, que les règles d'un procès équitable soient appliquées et qu'elles s'appliquent à tous, qu'il s'agisse des règles nationales ou des règles internationales. Je souhaite également indiquer, au nom des parties civiles, qu'en aucun cas, la partie civile ne pourrait se réjouir ou bien s'honorer d'une décision qui ne respecterait pas les droits fondamentaux d'une partie, quelle qu'elle soit. Je crois que la partie civile
n'a pas la qualité de se prononcer sur le contenu précis des expertises médicales, mais elle a la compétence et le droit de demander une nouvelle expertise. Mais en tout cas, en ce qui concerne la seconde question, il est clair que la partie civile ne souhaite pas aller à l'encontre des droits fondamentaux d'une partie, quelle qu'elle soit. Pour répondre à la troisième question, qui concerne des mesures additionnelles dans le cas d'une liberté prononcée par la Chambre, nous avons entendu les propositions de messieurs les procureurs. Je peux vous dire très clairement que ce que souhaitent les parties civiles qui sont assises ici, c'est bien sûr que ces mesures soient ordonnées. En ce qui concerne la position juridique des avocats, je m'en rapporterai sur ce point à la décision de la Chambre qui appliquera, je pense, en toute connaissance de cause, les critères internationaux qui s'appliquent en pareil cas. Je ne sais pas si j'ai suffisamment bien répondu aux questions posées par la Chambre. En tout cas, je m'arrêterai là sur ces questions. Je voudrais simplement ajouter une dernière chose du point de vue des parties civiles. Quelle que soit la décision qui sera prise par la Chambre, qu'il y ait une expertise, qu'il y ait un maintien en détention, qu'il y ait une mise en liberté, que celle-ci soit assortie de mesures additionnelles ou pas, quelle que soit la décision de la Chambre, il est très important que la Chambre donne des explications très claires aux parties civiles sur les conclusions qu'elle sera amenée à prendre et aussi sur les fondements des conclusions qu'elle sera amenée à prendre. Je pense que pour les parties civiles, et je parle de ces près de 4000 personnes que nous défendons, mais aussi pour les victimes, je pense que c'est seulement si la Chambre explique ses conclusions et les fondements de ses conclusions, c'est seulement à cette condition qu'en tout état de cause, les parties civiles auront le sentiment que leurs droits auront été respectés et qu'elles pourront comprendre cette décision de justice à laquelle elles ont voulu participer. Voilà les explications que je souhaitais donner et j'indique que la partie civile s'en remet bien sûr à la Chambre et lui donne sa confiance sur les décisions qui seront prises. Merci. Le Président, merci. À présent, je vais donner la parole à la défense de Yang Tirit. Je vous en prie. Maître Pat Peusion. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Je m'appelle Pat Peusion. Je suis l'avocat cambodgien de Yang Tirit. Et je souhaiterais prononcer à présent ma plaidoirie concernant l'aptitude de ma cliente à être jugée et concernant son état de santé mentale. Après avoir écouté la plaidoirie de l'accusation et celle des co-avocats principaux pour les parties civiles, j'estime que la demande faite par les co-avocats principaux pour les parties civiles n'est pas acceptable
table. Il est demandé qu'une autre équipe d'experts soit nommée pour réévaluer l'état de santé mentale de Yang Tirit, et ce une fois de plus. Si j'ai bien compris, cette équipe d'experts serait la 4e du genre. La première équipe était dirigée par le docteur K. Sonbondot et ensuite le professeur Pandit. La deuxième fois, c'était le professeur Campbell. Et la troisième évaluation a été effectuée par le docteur Kachunli, Khotlina et Sina Fassel. En 4e lieu, une évaluation a été faite conjointement par le docteur Campbell, le docteur Sina Fassel et le docteur Khotlina. Il y a donc déjà eu 4 évaluations de l'état de santé mentale de Yang Tirit. Et ce, dans le respect des normes de l'OMS. Par exemple, les experts ont administré des tests standardisés, y compris le mini-examen de l'état mental. Autrement dit, ces tests ont été appliqués correctement et il n'y a donc, à mon sens, aucune raison de retarder encore la procédure en nommant une nouvelle équipe d'experts. Deuxièmement, les co-avocats principaux pour les parties civiles ont évoqué le rapport du docteur Chaktida. Je ne comprends pas pourquoi les co-avocats principaux ont présenté une telle demande. En effet, si l'on compare les deux rapports, à savoir celui des experts et praticiens qui possèdent les qualifications universitaires nécessaires ainsi qu'une longue pratique, et par ailleurs le rapport de l'ergothérapeute singapourien, on constate que cela concorde, tandis que le rapport de Dr Chaktida, lui, comportait de nombreuses lacunes. En outre, le Dr Chaktida a élaboré son rapport en s'appuyant sur les informations obtenues auprès des infirmières. Et donc, si ce docteur s'appuie sur les informations des infirmières, ce rapport ne saurait être considéré comme fondé. Les informations proviennent seulement des infirmières. Ceci n'est pas suffisant pour garantir l'exactitude du rapport. De surcroît, nous avons demandé au docteur Chaktida si elle avait perçu une odeur nauséabonde lorsqu'elle est allée rendre visite à Yang Tirit. Or, le docteur a dit ne pas avoir senti d'odeur. En fait, c'est faux, car même les gardiennes qui de temps en temps emmènent Yang Tirit aux toilettes ont bien dit que 2 ou 3 fois par semaine, il leur a fallu faire nettoyer le matelas de l'intéressé. Il y a donc eu une détérioration. Cette situation est parfaitement évidente. Il est donc étonnant que le docteur Tida déclare n'avoir perçu aucune odeur dans la chambre de Yang Tirit. Il y a un troisième élément avancé par les co-avocats principaux. Soi-disant, il est préférable d'avoir un docteur femme. Ça ne me convainc pas. Parfois, quand une femme accouche, le médecin qui est présent est un homme. Donc, le sexe du médecin n'importe guère.
Ce qui compte, c'est l'expérience, la pratique. Et les compétences en matière psychiatrique. Or, dans ce domaine, les experts ont déjà donné des explications parfaitement claires. À présent, pour réagir à l'intervention de l'accusation, celle-ci a énuméré 6 conditions qui devraient venir assortir une éventuelle mise en liberté de l'intéressé prononcée par la Chambre. L'accusation demande que l'accusé Yang Thierry soit mis en liberté sous condition. Si l'intéressé est sous contrôle constant, cela exercerait sur elle une pression considérable. Nous pensons donc que notre client devrait être mis en liberté sans condition. Sa famille devrait être autorisée à s'occuper d'elle après cette mise en liberté. Selon nous, sa famille pourra s'occuper de sa santé et veiller à ce qu'il n'y ait pas de détérioration de son état de santé. J'en ai terminé, je cède la parole à ma consoeur. Maître Ellis, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'après ce qui a été dit au nom de Yang Thierry, notre réponse aux 3 questions est la suivante. Premièrement, il faut obtenir confirmation de la décision rendue l'année dernière, laquelle n'a pas été contestée par l'accusation, décision comme quoi Yang Thierry est inapte à être jugé. Compte tenu des éléments qui ont été recueillis au cours de cette audience, elle n'est pas en mesure à ce stade d'introduire un plaidoyer et elle est également inapte à être jugée. Pour répondre à la deuxième question, il conviendrait donc de mettre fin à sa détention. Elle devrait être mise en liberté et pouvoir quitter le centre de détention sans aucune condition. Selon nous, sur le plan juridique, plus rien ne justifie son maintien en détention ni sa mise en liberté sous condition. Brièvement, j'aimerais étoffer chacun de ces 3 arguments. Les co-juges d'instruction ont lancé des investigations sur l'état de santé de Yang Thierry, et ce, sur la base des informations qui étaient en leur possession et qui provenaient du centre de détention concernant les changements de comportement de l'intéressé. Suite à cette décision des co-juges d'instruction, elle a été considérée comme atteinte de déficience cognitive légère, et ce, après avoir été examinée par le professeur Carr, un Cambodgien, et par le docteur Brindet, un étranger. Ça, c'était en novembre 2009. En 2011, on avait constaté une apparente détérioration de ses fonctions comportementales et cognitives.
En février 2011, la défense a fait part de ses propres inquiétudes et elle a demandé que Yang Tirith fasse l'objet d'un examen de son aptitude à être jugé. 3 jours plus tard, le professeur Chaktida a été nommé médecin traitant de Yang Tirith. La Chambre connaît bien les faits qui sont intervenus par la suite. Le professeur Campbell, qui est extrêmement chevronné, à ce sujet nous avons passé en revue ses connaissances, ses compétences à l'échelle internationale. Lorsque nous avons posé des questions sur l'état de santé de Yang Tirith, et l'année passée, le professeur Campbell a estimé que Yang Tirith était atteint de la maladie d'Alzheimer. Encouragée par toutes les parties, la Chambre a nommé d'autres experts. Tout ceci était considéré à des degrés divers comme étant suffisamment qualifiés pour se prononcer. L'année dernière, la conclusion tirée était que Yang Tirith n'était pas apte à être jugé. Cette conclusion n'a pas été contestée par l'accusation. Suite à la décision rendue par la Chambre de la Cour suprême, son traitement médical a été modifié pour voir s'il était possible d'améliorer ses fonctions cognitives. Ces efforts ont échoué, alors même que pendant longtemps elle a pris des médicaments appropriés et en dépit des soins thérapeutiques apportés par des infirmières chevronnées. Soit des Cambodgiens qui avaient noué de bonnes relations avec elle. Malheureusement, elle fait partie des 2/3 des patients qui ne réagissent à aucun type de traitement. Par conséquent, au début de cette année et cette semaine, une évaluation plus approfondie a été effectuée et les médecins ont conclu qu'elle était atteinte d'une démence modérée à grave, au point qu'elle n'est pas en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus dans un procès équitable et qu'elle ne saurait participer de façon effective à son propre procès. À présent, tous les médecins connaissent bien les critères Strugar et les facultés Strugar, et ils ont estimé qu'elle n'était pas en mesure de participer effectivement à l'un quelconque des aspects de son procès et qu'elle ne pouvait exercer ses droits dans le cadre d'un procès équitable. La nature de sa maladie est telle qu'elle ne réagit pas au traitement et que son état ne saurait s'améliorer avec ou sans traitement. Comme nous l'avons entendu cet après-midi, c'est parce que ces cellules cérébrales qui sont nécessaires au fonctionnement cognitif ont disparu. Elles sont mortes et comme les médecins l'ont dit la dernière fois à la Chambre, ces cellules ne peuvent être régénérées contrairement à d'autres cellules corporelles. Par conséquent, peu importe le temps que l'on attende, l'état de Yang Tirith ne fera que se dégrader. Jamais ne pourra-t-elle s'améliorer et elle ne pourra jamais non plus se stabiliser. Dans les années à venir, sans aucun doute, des médicaments pourraient être mis au point, la recherche sur les cellules souches pourrait modifier la donne, mais
Comme nous le savons tous, des nouveaux médicaments doivent faire l'objet d'essais qui durent des années. Et donc, l'hypothèse selon laquelle de son vivant une évolution pourra intervenir et ne se fonde sur rien de matériel. Les juges ne se sont vus rien présenter permettant de penser que dans un avenir proche, des médicaments deviennent disponibles et soient susceptibles de modifier la situation actuelle. En conséquence de quoi, si l'on veut dûment tenir compte des éléments dont nous disposons, le moment est venu de confirmer que Yang Tirith n'est pas en mesure d'être jugée et elle ne le sera jamais. Par conséquent, la décision déjà rendue devrait être confirmée. Les preuves ne viennent que confirmer la pertinence de cette décision et ne font que confirmer que c'était la bonne décision qui a été rendue l'année dernière. Je passe au deuxième point, qui est lié au premier. Dès lors qu'il est apparent que, compte tenu de l'état de santé mentale de Yang Tirith, celle-ci ne peut participer à son procès et ne le pourra pas à l'avenir, rien ne saurait justifier son maintien en détention. Je rappelle à la Chambre l'article 5 de la Cour européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à la liberté pour toutes et tous. La Chambre de la Cour suprême a tenu compte de l'importance de ce droit et est arrivée à la conclusion que les règles internationales du présent tribunal ainsi que les dispositions du Code de procédure cambodgien devaient être lues à la lumière de ce droit à la liberté. Ce droit à la liberté est un droit fondamental. Il est étroitement lié à la présomption d'innocence, laquelle, bien entendu, constitue l'un des droits garantis dans la loi sur les CETC et énoncé à la règle 21 du règlement. S'il y a un droit à la liberté et s'il y a présomption d'innocence, la détention doit se faire uniquement lorsque les circonstances le justifient. Et donc, au titre de la règle 63 du règlement intérieur, on trouve l'énoncé des différents facteurs à prendre en considération, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention provisoire doit être ordonnée. À la règle 68, la détention provisoire est prévue comme pouvant se poursuivre une fois que l'ordonnance de clôture a été rendue et que les délais d'appel ont expiré. Ce qui est crucial par rapport à ces dispositions, c'est qu'il est impératif de garantir que la personne mise en examen, qui devient ensuite un suspect puis un accusé, soit à la disposition de la justice pendant le procès. Si l'on peut faire confiance à une personne alors que celle-ci est en liberté, il faut lui faire confiance, ne fût-ce que sous condition. On n'a pas autorisé Yang Tirith à rester en liberté sous condition en 2007 parce que les co-juges d'instruction
ont rendu une décision confirmée par la chambre préliminaire comme quoi il existait un risque qu'elle ne se dérobe à la justice si elle était remise en liberté. Il a été considéré qu'il pouvait y avoir un risque de pression sur les témoins, notamment à mesure que les détails du dossier étaient rendus publics. Il y avait un risque de trouble de l'ordre public au cas où elle serait remise en liberté. Mais au cœur de ces dispositions, il y a l'idée que la personne concernée doit être présente durant son procès. Therefore, Et donc, comme la réalité l'indique et qu'il n'y aura pas de procès, par conséquent, le maintien en détention serait sans fondement et illégal. La question 3 suit. Car d'imposer des conditions sur toute personne a pour point de départ le fait qu'ils ne se présenteront pas au procès. C'est la raison pour laquelle la Chambre de première instance, si elle considère que la mise en liberté provisoire soit jugée appropriée, impose des conditions pour assurer l'intégrité des preuves, qu'il n'y ait pas d'ingérence auprès des témoins. C'est pas des avantages pour la personne, mais finalement pour assurer les garanties nécessaires. Et donc, quand l'accusation propose 6 conditions, cela n'a aucun sens au point de vue factuel dans les circonstances. Et d'ailleurs, il n'existe aucune justification juridique que nous ayons pu trouver. Il est d'ailleurs assez difficile de comprendre que l'on demande à imposer des conditions quand on considère que les coprocureurs ont reconnu et accepté qu'elle est inapte à être jugée et acceptent qu'elle ne devrait pas être maintenue en détention. Nous avons cherché dans les sources juridiques quoi que ce soit qui ait pu aider la Chambre en la matière. Une affaire pertinente en l'espèce que nous pouvons citer est Pechanen et Talic, dossier issu du TPIY, décision sur une demande de mise en liberté provisoire septembre 2002. Dans cette affaire importante, la Chambre de première instance a décidé que dans l'évaluation de la mise en liberté d'un accusé, la Chambre de première instance doit se concentrer sur la situation concrète du demandeur. Et par conséquent, les dispositions de la mise en liberté provisoire ne peuvent être appliquées dans l'abstrait, mais doivent être appliquées selon les fondements factuels de l'affaire en l'espèce. La Chambre de première instance a statué qu'une question de procédure ne saurait faire l'objet capricieuse ou excessive et qu'il faut appliquer les bonnes mesures qui s'imposent. La Chambre que la présomption d'innocence, les faits individuels de l'affaire et le principe de proportionnalité devaient être tenus en compte car était important que la réputation du tribunal soit maintenue. La Chambre de première instance, dans cette affaire, a tranché qu'après
qu'en trouvant un équilibre du public, c'est-à-dire celui des victimes et des témoins qui avaient collaboré avec l'accusation, d'une part, et d'autre part, le droit des accusés d'être traités de façon humaine, toujours en accord selon les principes fondamentaux du respect pour la dignité individuelle et la présomption d'innocence, la Chambre était convaincue que l'accusé devait être mis en liberté sur la base de son état de santé et sa condition médicale. Il ne peut y avoir aucun doute que lorsque la condition médicale d'un accusé est telle qu'elle n'est plus compatible avec un maintien en détention, le tribunal, ce tribunal et tout autre tribunal a l'obligation d'intervenir sur la base du droit humanitaire et de prendre les mesures appropriées. L'accusé a par la suite été mis en liberté sans condition. Dans l'affaire Kovacevic, quand, une fois de plus, la question de son état mental avait été soulevée, des conditions ont été imposées. Il a été renvoyé à l'ex-Yougoslavie et, un peu moins important, la Chambre de première instance du TPY n'avait pas accepté que son état s'était dégradé à un tel point que l'on ne pourrait reprendre les poursuites. Idem pour Talic. Ce sont des affaires citées par l'accusation. Ou plutôt, les affaires citées par l'accusation de mise en liberté conditionnelle étaient des cas où il y avait des maladies en stade terminal. Mais leur état n'était pas suffisant, que la Chambre n'avait pu conclure que le procès pourrait reprendre. Rien n'empêche une personne en stade terminal de maladie d'introduire un plaidoyer et de participer à un procès. Mais dans une situation où quelqu'un était sur le point de mourir, les tribunaux ont décidé que pour des raisons humanitaires, il fallait les remettre en liberté sans condition. Nous disons que dans l'affaire en l'espèce, la bonne approche est de considérer le droit humanitaire, de tenir compte de la réalité. Et de comprendre que Yang Tirith n'a pas besoin de conditions, il n'existe pas de fondement juridique à l'imposition de conditions, et sa mise en liberté doit être faite sans conditions, pour qu'elle puisse retourner vivre auprès de sa famille dans un environnement où elle pourra recevoir les soins appropriés. Toute personne qui a été en audience au cours des derniers jours et a entendu les témoignages des experts doit avoir certaines difficultés avec les 6 conditions proposées par l'accusation. Toute personne aurait de la difficulté à comprendre en quoi ces propositions sont censées, compte tenu du comportement et des capacités fonctionnelles de Yang Tirith. Nous sommes conscients des préoccupations des parties civiles et des victimes dans cette affaire. Mais la responsabilité principale de la Chambre de première instance est, selon nous, d'agir dans le respect d'un droit à un procès équitable et des procédures conformes au droit international humanitaire, et dans
et d'interdire l'imposition de conditions qui seraient contraires au bon sens et au droit et qui sont dénuées de tout fondement juridique. Je vous remercie. Le président. Je vous remercie. La parole est au procureur. Le procureur. Je serai bref. J'ai écouté la plaidoirie de mon estimé consoeur. J'ai cité les décisions auxquelles je fais référence, mais je suis incapable de retrouver les décisions qu'elle a citées. Je remettrai toutes les décisions que j'ai citées à la jury hors classe pour distribution aux parties. Si ma consoeur pouvait faire de même, comme cela nous pourrons savoir et quelles des décisions elle a évoquées pour la mise en liberté sans condition. Maître Diana Ellis. Monsieur le Président, bien entendu, c'est ce que nous ferons. Le Président. Nous vous remercions. Voilà qui met fin à l'audience. Nous apprécions votre contribution à cette audience et au nom des juges de la Chambre de première instance, j'aimerais remercier les coprocureurs, les co-avocats principaux, les co-avocats de la défense et les co-avocats principaux pour les parties civiles et les différents services de la section d'administration judiciaire, le personnel de sécurité et garde du centre de détention, personnel de la Chambre de première instance et les interprètes pour leur contribution sans laquelle cette audience n'aurait pas été la réussite qu'elle a été. La Chambre rendra une décision sur l'aptitude à être jugé de Yang Tirith en temps utile. L'audience est levée. Garde de sécurité, veuillez raccompagner Madame Yang Tirith et Monsieur Ieng Sari au centre de détention. L'audience est levée.